Affaire Mazan, Gisèle Pelicot largement applaudie en arrivant au procès, c'est l'image du jour. Regardez, depuis le début du procès des viols de Mazan, les soutiens à l'égard de Gisèle Pelicot sont nombreux. Ce matin à nouveau, Gisèle Pelicot est applaudie à son arrivée au tribunal. Regardez. Alors, Tiffany Nozière est avec nous, avocate. Merci, Tiffany Nozière, avocate et romancière, parce qu'on se pose 4 questions sur cette affaire. Vous allez nous y répondre. Merci déjà d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui explique l'écho médiatique du procès des viols de Mazan? C'est vrai que, médiatiquement, ça a été largement couvert. Pourquoi? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs. Déjà, l'émoi que suscite cette affaire. Et ça, c'est en quelques chiffres. On parle quand même d'un procès qui couvre 92 viols qui sont réalisés par 51 accusés sur une seule victime. C'est juste incroyable. Excusez-moi, cette histoire est complètement folle. Je suis désolé. Donc c'est pour ça, c'est vrai que médiatiquement, tout le monde s'en empare parce qu'on est tous bouche bée devant cette affaire. On ne croyait pas que c'était possible, en fait, Tiffany Nozière. On ne pensait pas que ça pouvait arriver, un truc comme ça. Non, on ne croyait pas que c'était possible. Et surtout, la stupéfaction aussi, c'est que la victime elle-même ne croyait pas que c'était possible. Puisque si on remonte aux racines, elle est convoquée au commissariat parce qu'elle pense aller chercher son mari qui a filmé sous les jupes des filles. Et elle découvre à ce moment-là qu'elle est victime. Alors que le cheminement classique, c'est plutôt la victime qui va déposer plainte et qui est entendue. D'où la stupéfaction pour tout le monde. C'est bien de le dire, ça c'est vrai que cette histoire, parce que ça vous permet de refaire un point sur cette affaire. Au départ, elle y va parce que son mari a été filmé sous les jupes des filles et elle se rend compte que la principale victime, c'est elle. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'un violeur? Parce que c'est vrai que voilà, il risque quoi le Dominique Pelicot, il risque quoi? Je pense que, en tout cas, ce qui est fou dans ce procès, et là où on peut en tout cas saluer son courage, parce qu'on parlait aussi de la médiatisation, c'est qu'elle a accepté que le procès ne soit pas à huis clos, ce qui est normalement et la pratique sur ce type de procès. Et ça permet de réfléchir, parce que souvent on entend, est-ce qu'il y a un profil type de violeur? C'est-à-dire, qui sont les gens qu'on va retrouver dans une cour d'assises? Et là, ce qu'on voit dans cette affaire, c'est que vous avez tout profil, qui ont entre 20 et 70 ans, qui ont un métier. Vous avez des vendeurs, des chauffeurs, un sapeur-pompier, des gens qui sont sans emploi, des retraités. Donc vous avez tout profil. Et vous avez surtout cette phrase qui est absolument glaçante, qui a été faite dans le cadre de la défense, du mari de Gisèle Pelicot, qui déclare « On ne naît pas pervers, mais on le devient ». Ce qui est déjà un écho terrifiant par rapport à la phrase de Simone de Beauvoir, et qui sous-entendrait que toute personne qui finalement est victime à un moment donné dans sa vie deviendra bourreau. Et donc, ça interpelle vraiment les personnes sur, effectivement, quels sont les profils et qui peut être violeur dans ce type d'affaires. Alors, troisième question, on se pose, comment se définit le viol? C'est quoi, à partir de quand on peut considérer que c'est un viol? Oui, alors peut-être aussi, avant de vous définir par rapport à ce qu'il risque, parce que souvent les gens se disent mais qu'est-ce qui va ressortir de ça? Je pense que c'est important de rappeler que le viol, c'est quand même puni de 15 ans de réclusion criminelle. C'est porté à 20 ans quand on a une circonstance aggravée. C'est le cas pour les personnes qui sont visées, puisque vous avez des viols en réunion. Et je pense aussi que c'est important de parler, parce qu'on n'en parle pas souvent, de la question des dommages d'intérêt. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente pour une victime d'un viol quand elle se retrouve en cour d'assises, quel est le montant de dommages et intérêts qui peut lui être alloué. Moi j'ai la réponse, donc je ne vais pas le dire. Parce que voilà, je l'ai sur mes... Certainement trop peu, certainement. C'est trop peu, je vous le dis. 250 €. Combien? Je sais pas, je dis 2 000 €. Et comme ça doit être choquant. Non, un peu plus quand même. 30 000 €, je dirais. Et effectivement, on est sur une fourchette qui va de 20 000 à 30 000 € sur un viol aggravé. Ce qui, vous imaginez, par rapport aux circonstances que j'ai évoquées... oui. Une question, si la personne avait été torturée, la définition en droit de la torture, elle aurait eu droit à une indemnisation de combien, pour qu'on voit à quel point le législateur considérait que le viol, finalement, c'est beaucoup moins grave que la torture, ce qui serait délirant. Après, ça dépend effectivement du type d'infraction, si les choses se cumulent. Mais en tout cas, ça donne l'idée vraiment. Après, il y a des barèmes qui peuvent évoluer, mais on a quand même une certaine homogénéité sur les cours d'assises. Mais ça donne une idée de ce qu'on chiffre aujourd'hui comme le prix de la violence, qui effectivement est totalement déconnecté de la réalité. Et
par rapport à ça, justement, la question que vous posiez aussi, Cyril, sur comment on définit finalement un viol, et ben aujourd'hui, dans la loi, c'est un acte de pénétration sexuelle qui est réalisé sous la surprise, la contrainte ou la violence. Alors, si je dis la violence, tout le monde se figure assez facilement ce que c'est. Si je dis la contrainte, alors ça peut être la contrainte physique, mais ça peut être aussi la contrainte morale, c'est-à-dire typiquement, vous avez des cas dans les arrêts qui ont été rendus par les tribunaux d'un directeur qui a autorité sur une élève et donc elle se sent obligée de, ça c'est la contrainte. Et le dernier, la surprise, que les gens perçoivent moins facilement. La surprise, eh bien, par exemple, vous avez eu des arrêts dans la jurisprudence d'un homme qui s'introduit la nuit au domicile d'une femme dont le mari est absent, se faisant passer pour le mari. Ça peut paraître... voilà, mais vous avez eu récemment aussi un arrêt d'un septuagénaire qui a été condamné parce qu'il rencontrait des jeunes femmes sur des sites, leur donnait rendez-vous dans des hôtels et il se faisait passer pour un homme de 40 ans avec un certain physique, etc. Et c'était évidemment pas ça. Donc ça, c'est la surprise. Et au-delà de ça, ce qu'il faut dans un viol, c'est qu'il faut l'intention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime s'il n'y a pas d'intention. Et tout ce qui est mis en avant dans ce procès, par un certain nombre d'accusés, c'est « Ok, j'ai eu un rapport sexuel, mais je n'avais pas l'intention de violer Gisèle Pelicot ». Et à l'appui de la défense, parce qu'il faut entendre aussi des arguments des avocats de la défense, c'est de dire « Mais on était face à un couple qui pratiquait des jeux libertins. Et donc, moi, je suis arrivée pensant que, en fait, c'était une mise en scène, etc. Sauf qu'il y a tout un tas d'éléments qui sont fournis, grâce au fait qu'elle ait accepté la publicité des débats, qui remettent clairement ça en cause, puisque vous avez notamment certains qui témoignent qu'elle dormait, puisqu'elle ronflait, que les gens se sont mis sur un forum pour participer qui s'appelait « À son insu ». Donc, qui ne prête pas de doute, et qu'on leur demandait d'attendre dans la voiture, qu'elle soit bien endormie et qu'ils viennent les ongles courts pour ne pas laisser de traces, etc. Donc clairement, ça va être totalement battu en brèche. Il y aura un avant, un après cette Mazan, certainement. Qu'est-ce que ça peut changer, ce procès, cette affaire ? Moi, je suis convaincue qu'il y aura un avant et un après. Déjà, c'est un procès qui est regardé, pas qu'en France, mais vraiment aussi au-delà de nos frontières et qui pose une vraie question, en tout cas, nous, sur la définition que je vous ai donnée du viol, puisque là, vous avez le cas de la soumission chimique et on voit que ça ne colle pas forcément avec les critères légaux que je vous ai définis. Et surtout, ce qui paraît totalement fou, c'est que dans le texte de l'infraction, à aucun moment, vous n'avez le mot consentement. Il apparaît nulle part. Et en fait, c'est une notion qui est totalement centrale parce qu'on voit qu'encore aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions type qui ne dit mot consent. C'est ça. Oui. Est-ce que c'est vrai ? Si j'ai un rapport sexuel avec quelqu'un qui n'a pas dit non, est-ce que je peux considérer qu'elle était d'accord ou pas ? Est-ce que habillement vaut consentement ? Si la personne était habillée comme ça, est-ce que j'ai le droit de considérer qu'elle avait envie ? Et là, avec ce procès, ça permet de mettre en lumière, de dire il faut expliciter le mot consentement et changer la preuve qui consisterait à dire aujourd'hui, il faut que le mis en cause dans ce type d'affaires démontre que la personne en face était consentante, d'une part, et d'autre part, s'il avait un doute sur le consentement, qu'il a pris toutes les mesures raisonnables permettant de penser qu'il y avait réellement consentement. Ce qui est le cas notamment sur les questions de la consommation d'alcool, de médicaments, de stupéfiants. Et on voit que ça appelle réellement un changement non seulement de la loi, mais que de toute façon, dans la vie quotidienne, les pratiques évoluent vers ce qui peut être discutable, qui est la contractualisation du consentement, puisqu'on a en fait de plus en plus d'actes où aussi les avocats sont sollicités. On l'a vu beaucoup chez les footballeurs, qui rédigent maintenant des contrats pour recueillir en amont le consentement des jeunes femmes avec lesquelles ils vont avoir des rapports sexuels et la confidentialité. Et on voit aussi un certain nombre d'applications qui se sont développées, sur lesquelles vous pouvez cocher au démarrage, puisqu'en fait, le consentement aussi doit être concomitant à l'acte. C'est follement romantique. C'est follement pour valider la question du consentement au moment de l'acte. Alors, il y en a qui vont loin, puisque c'est est-ce que vous êtes consentant ou pas, et puis après, on peut décliner sur quelle pratique êtes-vous consentant, et ainsi de suite. C'est fou, ça. Merci. Merci, Tiffany Nozière. Franchement, voilà, on a... Mais la défense cherche toujours des circonstances atténuantes. J'ai écouté un peu ce qu'ils disaient. Tous ces jeunes gens, là, ou ces personnes qui sont venues, ils ont dit il y en a un qui a été violé quand il était jeune, l'autre il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce que ça, c'est recevable ou pas ? Alors, je pense qu'il y a deux stratégies de défense.
Il y a la première qui consiste à dire carrément, nous, on sollicite un acquittement parce qu'on n'est pas coupable, parce qu'on ne savait pas. Donc, si on ne savait pas, eh bien, ça veut dire qu'on n'avait pas l'intention. Ça, c'est le premier angle. Et le deuxième angle, c'est les circonstances atténuantes, chose qu'on emploie et qu'on voit régulièrement devant un tribunal, puisqu'en fait, dans un tribunal, vous appelez à la barre les proches des experts qui vont décrire la personnalité du mis en cause, son histoire, sa vie, pour aussi essayer de comprendre. Parce qu'en fait, ce qui sidère tout le monde, c'est comment ces hommes se retrouvent là à ce moment-là. Et de la même manière, les juges ont la même sidération et ont besoin de comprendre pour pouvoir prendre une décision. Merci Tiffany Ozières d'avoir été avec nous et on vous reviendrait pour d'autres affaires, bien entendu. Fabrice Divisio arrive dans un instant. Vous allez être de plus en plus surveillés. Caméra de surveillance, les Français encore plus surveillés. Êtes-vous choqués? On vous en parle dans un instant sur C8 en direct. À tout de suite.